10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, Villarreal, Real Madrid demain à 21h, à suivre et commenter en direct par la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Donc venez avec nous regarder le match demain, petit avant-match à partir de 20h, ensuite on commente la rencontre à partir donc de 21h et c'est un immense choc les amis puisque c'est les deuxièmes qui rencontrent le troisième. Et puisque ça nous permettrait potentiellement en cas de victoire, le Real Madrid de dormir le samedi en tant que leader du championnat espagnol, vu que le Barça joue dimanche contre le Real Oviedo. Sait-on jamais, quand on connaît la faiblesse des trois grands cadors cette année du football espagnol, sait-on jamais ce qui peut arriver. Mais voilà, Pablo, comment ça va ? Moi, ça va bien, tranquille. Hâte d'être à demain. Gros match. Hâte de voir la réaction de ces joueurs, hâte de voir leur attitude et leur motivation. On est bien d'accord là-dessus, on dépose le petit like, on s'abonne et on nous met en commentaire, les amis, votre joueur à suivre et votre pronostic. Vous connaissez la recette, on va revenir sur la conférence de presse, sur l'entraînement aussi. Médric Ebraza était sur place ce matin, donc on a plein de petites infos et aussi des images que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou encore Twitter. Et puis on va parler bien sûr point technico-tactique, on va évoquer l'adversaire. On tombe dans la deuxième partie de saison aussi. Donc on a un match déjà contre cette équipe cette année. On pourrait y revenir aussi brièvement. La deuxième partie de saison commence là ? Bah oui, c'est bon. Déjà les Levante, c'était le cas, tu vois. Mais là encore plus avec Villarreal où on a déjà un match. On les affronte au Bernabéu le 4 octobre dernier. On va pouvoir se repencher dessus aussi brièvement. C'est toujours des indications, même si on a changé d'entraîneur entre temps. Donc c'est plus forcément pareil. Mais on a de plus en plus d'informations. Et puis voilà, je vous ai déjà rappelé les enjeux de la rencontre. Au niveau des petites infos de l'entraînement, donc Rodrigo Ibrahim était présent avec le groupe. Rodrigo qui n'avait pas été convoqué pour Monaco, jugé trop juste. L'information qu'Arbeloa nous a confirmé en conférence de presse, c'est qu'il sera dans le groupe. Brahim, lui aussi, est de retour donc de la CAN. Il était de retour mercredi à Madrid et hier, il s'est entraîné et aujourd'hui également. Trent, Militao, Rudiger et Mendy sont eux les absents. Raúl Asensio a aussi participé à la séance. Il devrait être apte demain, mais jouera forcément avec des douleurs au tibia de ce que j'ai lu. Donc, continue toujours à pas avoir de défenseur central au Real Madrid. Ça régale. La conférence de presse d'Arbeloa, chill. Bien. Body language un peu différent, réponse claire, concise. Focus sur le match de demain, c'est le message. C'est un match extrêmement important. On doit prendre les 3 points. Il n'y a rien de plus forcément à dire. Il y a eu une question très intéressante sur les joueurs qui ne jouent pas à leur poste. En leur demandant, voilà, Fede, Camavinga, comment lui il se sent vis-à-vis de ça. Il a dit que les joueurs sont à sa disposition, que les joueurs font preuve d'une grande générosité, ils font passer l'équipe avant eux-mêmes, ce ne sont pas... D'ailleurs, ils ont été très bons, il a dit, lors des derniers matchs, que ce soit Cama ou Federico Valverde. Les deux ont réalisé donc des matchs fantastiques. Ce que je veux voir, c'est des joueurs engagés, disponibles pour l'équipe. Ils sont polyvalents et incroyablement performants et ils ont le talent pour jouer où ils ont besoin de jouer, quoi. Peu importe où ils jouent, ils sont trop forts, Camavinga et Federico Valverde. On aura peut-être l'occasion de le revoir demain. Ouais, écoute, je suis assez d'accord avec lui sur où qu'ils jouent. Non, à partir du moment où on les déplace de leur poste de prédilection, enfin leur poste là où ils ont été formés, effectivement, je suis d'accord avec Arbeloa. Ce sont des machines de guerre. Maintenant, il leur faut de la continuité. Mais Camavinga latéral gauche, Valverde latéral droit, moi je signe ça pour toute la saison. On aura le temps de discuter aussi sur la compo probable. Et d'ailleurs, il y a plusieurs options pour la compo probable de ce match-là. Il est très important, le match de demain, parce que par rapport à l'adversaire, c'est l'un des matchs les plus difficiles à gagner à l'extérieur. On doit être au top de notre forme. C'est notre objectif principal. Et même quand on lui pose une question sur la prolongation de Vinicius Junior, il a dit c'est pas à moi qu'il faut demander. Vinicius, le club, moi je suis concentré sur demain. Mais bien sûr que j'espère que Vinicius continuera à écrire son histoire au sein du Real Madrid. Réponse claire, concise. Et il y a eu enfin une très bonne question de monsieur Ivan Martin, qui nous dit bon, t'es en galère de défenseur central, non ? T'as pas envie qu'il y ait un recrutement, quelque chose qui se passe ou autre ? Réponse là aussi très claire d'Arbeloa. Comme je l'ai dit en début de saison, j'ai un effectif extraordinaire. S'il faut quoi que ce soit, on a également un centre de formation extraordinaire. Donc voilà, j'ai ces options-là à ma disposition. La réponse qu'on attendait d'un entraîneur du Real Madrid, c'est une réponse Ancelotti-esque. Non, parce qu'Ancelotti n'utilisait pas justement les jeunes de la Fabrica, et je pense qu'effectivement Arbeloa, s'il en a besoin, il va pouvoir tirer de
de certains gamins du centre de formation. Et c'est là la différence, à mon sens, entre Arbeloa et les deux anciens coachs. Parce qu'en fait, on espérait qu'avec Xabi Alonso, on allait voir du Thiago Pitarch, on allait voir du Joan Martinez, on allait voir du Aguado ou je ne sais qui. Au final, on a vu que Chi. Mis à part Gonzalo, mais bon, Gonzalo, il a eu sa chance en Coupe du Monde des clubs et il l'a saisi. Après, il est resté dans l'équipe première. Moi, je kifferais voir des jeunes du Castilla ou des Juvenil A intégrer progressivement l'équipe première parce que y a un manquement au milieu de terrain ou parce qu'il y a un manquement en défense centrale ou il y a un latéral droit qu'on n'a pas et on appelle David Jiménez. Chose que Carlo Ancelotti ne faisait pas, chose que Zidane faisait très peu ou pas assez. Il le faisait en fin de saison avec les Sergio Arribas, l'autre, la Marvin, qui est parti ensuite à Getafe. Mais voilà, et en réalité, le dernier qui a vraiment fait ça dans l'histoire des coachs du Real Madrid, de lancer vraiment, mis à part le fait que, mis à part Carlo Ancelotti en 13-14, parce qu'il avait un crack dans le centre de formation du Real Madrid, un mec en qui tout le monde était d'accord en interne pour dire que c'était le futur du Real Madrid, mais après il s'est pété les ligaments croisés et malheureusement sa carrière a été bousillée, c'est José Rodriguez. Donc lui il était obligé de le faire jouer et même à un moment donné il avait gagné sa place. Saison 13-14 où il se pète justement les ligaments face à Schalke en huitième de finale de Ligue des Champions. Carrière finie à partir de là. Mais le dernier à avoir réellement fait ça, à appeler les jeunes et à les utiliser, c'est José Mourinho. Nacho Fernandez. Dani Carvajal, il l'a utilisé quelques fois, après il est parti. Joselu, Alvaro Morata. Il y en a beaucoup qui sont passés Casemiro. mais c'est pas un jeune. Il est arrivé du Brésil. Il y en avait un autre, José Rodriguez, un milieu de terrain qui est parti ensuite à Fenerbahçe, je crois en Turquie, il est parti jouer là-bas, etc. Pareil, on disait que c'était un crack. Mais Mourinho n'hésitait pas à faire jouer des gamins du centre de formation, à les lancer. Et t'en as qui sont restés derrière. Et depuis José Mourinho, si Santiago Solari, mais Santiago Solari c'était facile, c'était un intérim. Dans la situation dans laquelle est justement Arbeloa, et tu parles de Mourinho, transition toute faite, il y a eu une question par rapport à la déclaration de Mourinho hier qui dit c'est très surprenant de voir un entraîneur sans qualification être l'entraîneur du Real Madrid. Il a dit ça en parlant d'Arbeloa. On lui a posé la question et la réponse très intelligente pour le coup d'Alvaro Arbeloa, puisqu'il est plein d'humilité et qui dit, vous savez que ce que Mourinho représente pour moi, quand un entraîneur avec son expérience et son CV, comme lui, prend la parole, surtout lui, moi je l'écoute et j'analyse sa pensée. Voilà. Donc ça pouvait être pris comme une sorte de provocation ou autre de la part de Mourinho, je pense pas, parce que c'était plutôt sur un propos global du métier d'entraîneur de ces dernières années où il lui disait que le plus important c'est même plus de gagner, c'est d'avoir un style, c'est qu'il y a des entraîneurs qui arrivent en poste sans aucune expérience, alors que quand lui il arrive à Chelsea et que Rafa Benitez arrive à Liverpool, c'est parce qu'ils ont gagné des titres. Là maintenant il dit qu'il y a des mecs en PL qui entraînent, il les connaît même pas. Je crois que ça peut rejoigner surtout son propos sur la nouvelle génération d'entraîneurs. Il y en a un dans son championnat qui est premier de Liga portugaise et qui a commencé, pareil, personne ne le connaissait, il est arrivé comme ça d'un coup à Nice, puis ensuite à l'Ajax, puis ensuite à Porto, c'est Farioli et c'est la preuve que oui, quand tu es bon et que tu as un style de jeu et que tu as une idée, tu peux imposer ce genre de choses, quoi. Lui, il critiquait ça. Ouais, mais bon, mais il y a d'autres exemples. Contre-exemple, Farioli qui est premier et qui tape tout le monde au Portugal en ce moment avec Porto. Donc, et pourtant, sur le papier, au départ, c'est le Sporting qui a la plus grosse équipe. Mais Porto, cette année, ils font une superbe saison grâce notamment au travail de l'Italien. Il a une déclaration sur Jude Bellingham parce qu'on lui a dit pourquoi est-ce que Jude Bellingham est mauvais depuis quelques mois. Écoutez, avec vos analyses, c'est à mon tour de parler. Que ça soit en match ou à l'entraînement, il a démontré son talent, sa technique, son leadership et son caractère. Son application a été remarquable. Il a un mental de gagnant. Il possède toutes les qualités requises pour être un joueur du Real Madrid. Je suis ravi de lui. Et sur un des enjeux aussi de cette conférence de presse, un des mots qui est revenu très souvent, c'est est-ce que ce match contre Monaco est un tournant ? On lui a posé la question plusieurs fois parce que lui-même l'a dit et il a dit oui, j'espère que c'est un tournant. Kylian l'a dit aussi dans sa conférence de presse, c'était notre moment d'assumer, d'être à la hauteur du Bernabéu. C'est important et les joueurs l'ont fait avec effort et humilité. J'espère qu'on continuera ainsi et quand on lui dit et dans le vestiaire justement, t'as pas l'impression qu'il y a une union sacrée là depuis ce match-là, que les joueurs sont plus heureux. Il dit moi, j'essaye d'aider les joueurs. Je peux pas vous dire s'ils étaient plus heureux ou pas maintenant ou avant. Je n'y étais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que désormais ils sont motivés et qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts
et sur les doutes, sur les critiques qu'il reçoit, les doutes de la presse d'une victoire du Real Madrid contre Villarreal, il a dit cela, ça ne m'inquiète pas plus que ça, l'important c'est le match, de bien jouer et de gagner, le reste ne me préoccupe pas, tout ce que vous pouvez dire. Et les deux dernières déclarations, elles sont sur Brahim, Rodrigo et sur la tactique. Brahim, très content, il l'a découvert, il a fait une belle Coupe d'Afrique des Nations, etc. On aura besoin de lui cette année, mais pas non plus dans le dithyrambique sur Brahim. Sur Rodrigo, il sera dans le groupe. Gagner, c'est le plus important, peu importe le système. Quand on lui parle encore une fois de la tactique, lui, il veut juste une équipe motivée qui respecte l'esprit du Real Madrid, l'unité et l'engagement. Ce sont nos valeurs. Nous ne devons de jamais les abandonner. Et après, on verra pour la tactique. Voilà, pour Alvaro Arbeloa. Non, je suis d'accord qu'il faut d'abord retrouver l'attitude, le compromiso, comme on dit en espagnol, avant de pouvoir penser à une quelconque stratégie ou tactique. Parce que ce qui a fait défaut au Real Madrid lors de ces 3 derniers mois, c'est l'engagement envers cet écusson, à mon sens. D'ailleurs, pendant qu'on tourne, parce qu'on tourne un peu plus tard qu'à l'accoutumée, le groupe vient de tomber. Parfait. Carvaral, Alaba, Asensio, Alvaro Carreras, Fran Garcia, Heusen sont appelés. Donc Asensio est appelé. Diego Aguado est appelé en équipe première également. Bellingham, Cama, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Sestero est appelé. Cool. Rappel, Tchouaméni n'est pas là. Tchouaméni est suspendu pour ce match-là. Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Donc Brahim et Rodrigo sont bel et bien dans le groupe. Donc tu retrouves tes 6 attaquants. Et à part Tchouaméni, t'as Sestero. Et après, c'est ta défense qui est décimée. Mais donc Raúl Asensio pourrait jouer malgré des gros problèmes au tibia. C'est à peu près tout pour cette conférence de presse et pour cet entraînement. Et désormais, avant d'évoquer les points tactico-techniques, on peut passer au moment partenaire. Winamax XLJDR, ça nous accompagne même dans les plus grands moments de la saison en Liga, parce que qui dit gros match dit la meilleure offre sur le marché. Les amis, Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre même 10 € supplémentaires en rentrant le code JDR10. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous ouvrez la description, c'est le premier lien, vous cliquez dessus. Tu crées ton compte Winamax, tu déposes par exemple 100 € dessus, tu rentres le code JDR10, boum, t'as 10 € en cash qui tombe, tu places ton premier pari, on va vous donner les meilleures cotes du match Real Madrid, Villarreal-Real Madrid, et si tu perds, t'es bénef. Parce que tu reprends ton argent, Winamax il te rembourse en cash jusqu'à 100 €. Attention, pour que l'offre fonctionne, il faut forcément passer par le lien qui est en description. Ça soutient énormément la chaîne. C'est grâce à Winamax qu'on a ce rythme effréné de ces derniers mois et qu'on arrive, et merci à vous d'ailleurs aussi, à autant progresser. Mais voilà, ça soutient énormément. Par contre, attention, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche juste en bas. Jouer ne permet pas de remplacer un travail ou de s'enrichir, et surtout, c'est strictement interdit aux mineurs. Donc on pense toujours à jouer de manière responsable. Et justement, jouer de manière responsable, oui, mais est-ce qu'on a le droit de s'emballer un peu? Et je vais vous proposer quelques cotes qui vont dans ce sens-là. Après cette victoire 6-1 contre Monaco. La victoire du Real Madrid, elle est à 1,98, Pablo. Ouais, on est passé de pessimiste la semaine... Enfin là, c'était quoi qu'il y avait une cote hyper... C'était contre le Barça, je crois. Barça, il y avait une cote à 3. Oui, bien sûr. Ouais. 1,90 à Villarreal, ils sont... Ah ouais, on est favori, quoi. 1,98. Ça va. 1,98, pardon. Non, une cote à 2 contre Villarreal, j'en ai pas beaucoup combien moins. Elle est à 2,5, elle est à 3, je crois. Quelque chose comme ça. Ah non, moi j'ai rarement vu une cote aussi élevée pour un match hors Atlético Barça en Ligue 1. Donc bon, ça elle est bonne à prendre. Si on voit en plus la dynamique dont on vous expliquera de Villarreal. Moi, ma cote du jour, vous savez qu'on aime bien parler, toujours vous proposer une cote buteur ou décisif. Bon, si on va justement dans cet élan d'optimisme, Vini buteur à 2,85. Et Mbappé? Mbappé, elle est à 1,70. Mais 2,85. C'est pas suffisant. Winamax, il faut monter un petit peu plus à 2. Là. Et moi, je te jure que le Vini buteur, et parce qu'on va parler du premier match de la saison entre Real Madrid et Villarreal, Vini s'est doublé. Et c'est son meilleur match de la saison au moment où il est contre Villarreal. Jusqu'au Classico. Villarreal joue avec un bloc médian. Si je dis pas de conneries. Bloc bas. Mais on va revenir dans le détail. Sûr qu'il joue pas avec un bloc médian contre le Real? Frérot, c'est 43% de possession. Je te garantis, de moyenne en Liga, je te garantis que ça envoie du bon gros bloc bas 4-4-2. C'est médian bas, quoi. Mais contre le Real, je te parle. Ah, ça joue bloc bas, médian, ça va, mais ça va pas chercher, quoi. Mais j'ai bien resserré. Un bloc médian. Bien compact. Non, c'est Vini qui a fait l'amour à Mourinho, du côté droit. Oui, et il y a eu carton rouge. Voilà, exactement. C'est Vini qui fait le match, entre guillemets. Oui, c'est vrai ça. Et donc, on reste Mbappé laisse un penalty. Exactement. Et Mbappé marque. On laisse, et c'est Mikotadze. Et Mbappé se fait mal. Se blesse ce match-là. Mais attends. Bon, voilà, vous avez le match dans le moment partenaire. On continue l'optimisme. Nombre de buts. Plus de 3,5 buts dans le match. 1,98. Le premier match s'est terminé sur 3-1.
Donc ça fait 4 buts. C'est pareil gagné. Les derniers Villarreal, Real Madrid, les frères, c'est du 4-4, c'est du 5-4, c'est tout ce que vous voulez. Historiquement, on est pas mal. Et si vous êtes encore plus optimiste, et que tout n'est pas simplement l'enjeu de spectacle, mais aussi de victoire du Real Madrid par plus de 2 buts d'écart, 3-10. Donc le Real qui met 3-1, le Real qui met 2-0, sachant que si tu mets 2-0, garantie, hein, garantie les frères. Ça veut dire que ton pari, si tu as mis victoire du Real Madrid et qu'il y a 2-0, t'es bon. Le pari, il est déjà rentable, il est déjà validé, peu importe ce qui se passe derrière. Si tu as envie de pousser le bouchon encore plus loin, avec 2 buts d'écart, la victoire, au coup de sifflet final, la cote, elle est à 3-10. Fonce. Et la cote penalty, je vous la donne 4,60. Elle est très élevée. Pour le Real? Pour le Real. Elle est très élevée, attention. Et les deux équipes marquent non. Donc si vous pensez que le Real peut carrément faire un clean sheet, ou Villarreal, je pense pas. Je pense pas non plus, mais elle est de 40. De Villarreal. La cote, oui, les deux équipes marquent, elle a combien? Elle est à 1,30. Pas intéressant. 2,45. 2,45 si vous pensez que c'est non. Voilà. Vinicius buteur. On part sur ça. Là, vos grosses cotes du jour, quoi. Allez, on part sur ça. Je te fais confiance. Allez, let's go. Merci les amis, merci à Winamax. Et puis là, on va parler un peu plus tactico-technique. Là. Bon, Villarreal, 3e au championnat. Excellent en Liga. Ça a perdu 2 de ses 5 derniers matchs quand même, notamment une défaite contre le Real Betis et le Barça, un peu amer. C'est sur les 2 dernières journées, mais c'est surtout cataclysmique en Champions League. Ils ont que 1 point cette saison, Villarreal. Ils sont avant-derniers. Ils la jouent pas. Tu sais contre qui ils ont pris 1 point? Vas-y. Non, vas-y, je te pose la question, devine. City? Non. Le Bayern? Non. Chelsea? Non, c'est un club italien. La Juve? Ouais, la seule équipe contre qui ils ont pris 1 point, c'est contre la Juve, et je crois qu'ils menaient 2-0 d'ailleurs. Ils se sont fait climer à la fin. Mais donc Villarreal, c'est le naufrage, le sous-marin jaune, naufrage en Ligue des Champions. Par contre, en Liga, ça cartonne. Marcelino, il a trouvé la bonne recette. Son 4-4-2 à plat qu'il utilise à chaque match fonctionne du tonnerre. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'avais adoré moi l'époque de Valence. Vraiment, l'époque de Valence, Marcelino, j'étais grand fan. Et son passage à l'Athletic Club. Il avait une belle équipe aussi. Et son passage à l'Athletic Club quand il arrive pour la Super Coupe d'Espagne et qui tape le Real puis le Barça, très très fort cette Super Coupe d'Espagne au moment où Marcelino arrive au Pays Basque. Rappelle-moi l'équipe à Valence qu'il avait. C'est du Carlos Soler Prime, c'est du Daniel Vaz à droite, c'est du Divock Origi en prêt. Il y a du beau monde, franchement. C'est du Cancelo à droite aussi. C'est du Parejo. Non, Cancelo, il était pas là. Il est pas là, Parejo. Non, c'est du Cancelo, Diakabi déjà. C'est du comment il s'appelle le défenseur central là? C'est Paulista, Gabriel Paulista, je crois, c'est ça, Gabriel Paulista et tout. Mais Gabriel il est parti à. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non, il avait une très belle équipe à l'époque à Valence. J'aimais beaucoup son 4-4-2 à plat. Et il a une très belle équipe aussi à Villarreal. Il a surtout la 2e meilleure défense du championnat espagnol, la 3e même plutôt, parce qu'il y a 2 équipes. C'est qui la meilleure défense d'Espagne, Pablo? Il y a 2 équipes qui sont à égalité. Ouais. Villarreal. Non, c'est la 3e en gros. Il y a 2 équipes qui sont à égalité pour la première place. Le Barça. Ils ont encaissé 19 buts. Le Barça, non. C'est la 5e ou 6e. Ouais. Ne dis pas que c'est le Real. C'est le Real, frérot. Avec l'Atlético, 17 buts encaissés. Ce sont les 2 meilleures défenses d'Espagne, les clubs de Madrid. Donc on a Quoique c'est vrai qu'on est quand même solide en réalité. Non, on n'a pas pris de but en début de saison. Ça, c'est merci Chabi. Hein. C'est pas de but du tout en début de saison. On fait 5-6 clean sheets et tout le tralala. Et donc Villarreal, solidité défensive. Ça a des joueurs de talent devant. Nicolas Pepe, Miko Tadze. Ça peut jouer avec du Ayoze Perez aussi. T'as donc aussi du Buchanan à droite, du Molero à gauche. T'as un milieu de terrain, Pape Gay, qui est de retour de la CAN, qui a fait une excellente compétition lui aussi. Si je dis pas de bêtises, Kamezania est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge contre le Real Betis. Comesania, pardon. Il a pris un carton rouge lors de sa dernière journée. Et la défense centrale, du Juan Foyt, du Renato Veiga, potentiellement aussi du Rafa Marin, l'ancien du Real Madrid. Est-ce que Mourinho va jouer contre Vini? Je sais pas. Ça sera peut-être Pedraza cette fois. Bref, on sait à quoi s'attendre. C'est une équipe qui a 43% de possession de balle en moyenne en Liga. Autant vous dire que ça aime bien laisser le ballon. Et ça fait pas forcément nos affaires. On voit le match contre Monaco, où on a laissé un peu le ballon à certains moments à Monaco pour justement aller les chercher très haut et les punir. Et t'as parlé de Miko Tadze? C'est intéressant. Ouais, je t'ai dit Miko Tadze. C'est quand même lui, pour moi, le joueur le plus dangereux en face. Et Molero fait une très bonne saison. Oui, aussi, bien sûr. Molero, il est très très bon aussi. Mais c'est au global une équipe effectivement assez solide, très solide même en Liga, qui a l'air d'avoir bien appris ses fondamentaux. 4-4-2 à plat. Va falloir répondre à la bagarre, comme d'hab. Et il va falloir être très solide défensivement, parce que les transitions via Real, ça peut aller très très vite avec ces joueurs-là. Donc il faut être très concentré à mon sens.
Et Ça vient de perdre contre l'Ajax 2 à domicile aussi. Hein. Et montrer Ajax dégueulasse. Hein. Et montrer la même attitude que face à Monaco. C'est tout ce que je réclame. Attitude, qualité technique aussi, parce qu'on risque d'avoir encore un peu plus le ballon. On a eu de la qualité technique lors des sorties de balles pour la première fois de la saison contre Monaco. Là, il faudra aussi avoir des séquences de possession où le ballon circule vite, les prises de balles sont bonnes, dans le bon sens, des bonnes prises de décision dans les 30 derniers mètres. Ça va être important parce qu'ils savent défendre, ils savent faire le dos rond pour te punir derrière. C'est le projet de jeu de Marcelino. Et le Real Madrid, justement, bah nous, on est sur une bonne dynamique parce qu'on vient de mettre 6-1, mais le match contre Levante était naze, le match contre Albacete, je vous en parle même pas, et le dernier Classico et même le dernier derby en Supercoupe, c'était cataclysmique. Mais on est dans le nouvel élan. Arbeloa, le rock'n'roll d'Arbeloa, comme a titré Marca. Est-ce que c'est pas lui le pro du rock'n'roll et pas Xabi Alonso? Mais il y a un choix par contre à faire pour peut-être la première fois de la saison sur son 11. Je m'explique, avec le retour de Rodrigo, déjà, il y a une question. Est-ce que Rodrigo est titulaire ou on continue avec Franco Mastantuono? Ou est-ce que tu alignes les deux aussi? Autre question, Tchouaméni n'est pas là, tu n'as pas ton 6. Raúl Asensio, son tibia, il est mi-figue, mi-raisin. Est-ce que tu as envie de le mettre titulaire tout de suite? Mais est-ce que tu as vraiment le choix, mis à part ça? Est-ce que Camara retrouve sa place au milieu de terrain parce qu'il y a Carreras aussi qui est là? Est-ce que Valverde retrouve sa place au milieu de terrain parce que Carvajal est désormais, je pense, il peut jouer? Est-ce que tu as envie de le voir jouer? C'est autre chose. Mais vu qu'il n'y a pas de Tchouaméni, il y a donc une place qui se libère au milieu. Il y a potentiellement une place qui se libère en défense centrale avec Asensio. Et il y a potentiellement un débat Mastantuono-Rodrigo. Donc qu'est-ce qu'on fait si on est monsieur Alvaro Arbeloa? Carvajal ne peut pas jouer. Donc, je suis Arbeloa, je mets Courtois dans les buts, je mets Valverde à droite, je mets Camavinga à gauche, je mets Dino Huysen, il est là? Ouais, bien sûr. Je mets Dino Huysen et Carreras. Ton milieu de terrain alors? Parce que Raoul, j'ai pas envie de le forcer. Mon mitard. Répète les milieux. Ils sont tous là. Ok. Arda Güler, Bellingham, Sestero. J'envoie Sestero. Je mets Mastantuono, je mets Vinicius et je mets Mbappé. Pourquoi tu mets pas Rodrigo? J'ai bien aimé Mastantuono. Mais Rodrigo, c'est ton meilleur joueur depuis un mois. Ouais, mais Mastantuono, avec l'arrivée d'Arbeloa, le match qu'il me fait face à Monaco, même le match en coupe, ça a été. Les minutes face à Levante, il est rentré, il a mis une barre. Levante où il fait une bonne rentrée. Albacete, c'était... Bah, il marque. Oui, mais heureusement qu'il marque, parce que son match, il est... C'est toute l'équipe. Mais voilà, donc il est sur une bonne continuité, je trouve. Je pense qu'il mérite de jouer. Et Rodrigo, est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il n'est pas à 100%? Bah, il s'était déjà entraîné avant Monaco, donc il y a déjà eu la précaution de prise contre Monaco. Et donc là, pour moi, il est à 100%, Rodrigo. Je mets Mastantuono. Parce que même d'un point de vue défensif, effort défensif, il va falloir se replier. Bon, Rodrigo, il fait énormément d'efforts, mais je préfère Mastantuono dans ce rôle-là aussi. Alors, l'autre option, c'est de garder Valverde à droite, Asensio et Huysen. Asensio joue, parce que t'as pas le choix. Carreras à gauche et tu remets Kama au milieu de terrain. Non, mais ça, je veux pas, ça. Mais c'est une des options probables. Oui, mais ça, je veux pas, ça. Ok. Moi, j'ai une option. Et doit jouer latéral gauche. Moi, j'ai une option très offensive. Vas-y. Tu sais que tu vas avoir le ballon. T'as envie de pouvoir couper aussi des transitions assez rapidement en ayant une bonne pression. C'est Bayos? Non, moi c'est Bayos, je veux pas le voir sur le terrain, mais c'est aussi une des options. Parce que toi, tu choisis Sestero, mais naturellement, je t'aurais plutôt dit Bayos, tu vois. Moi, je mets Ceballos ou Sestero mieux. Mais Sestero, moi je suis curieux aussi, mais j'avoue que son premier match m'a vachement freiné en termes de. C'est rien ça. Albacete et Villarreal, ça arrive. Ouais, mais c'est une des deux. Ça arrive. À Villarreal, bon. Mais je suis pour qu'il ait encore une chance. Pas qu'une chance. Il n'en aura pas trois chez moi. Il faut qu'il ait des chances. Si, il faut qu'il en ait. Ouais, bon. Il y a quand même des joueurs où tu vois assez rapidement. On va voir. Mais si là, je suis content. Je préfère lui que Ceballos, honnêtement. Mais mon autre option, sinon, c'est tu joues avec Kama à gauche, Carreras dans l'axe, Huysen, Valverde. Ou si t'as Asensio, bon bah voilà. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, je mets Mastantuono, Rodrigo, Vini, Mbappé. Et je mets Güler, Bellingham dans une sorte de double pivot. Et j'ai Mastantuono, Rodrigo. Oh, mais là, qui défend, plus en 10. Bah, Mastantuono va défendre, Rodrigo va défendre, Bellingham et Güler aussi. Mais c'est très offensif. Mais en gros, t'as ton système où Mastantuono, on peut le voir un peu plus au milieu. Ouais, mais curiosité. Les transitions, on va être mort. Il n'y a pas de 6. Mais Sestero, de ce que j'ai vu, c'est pas là. Il y a un joueur très rapide non plus sur ça. Oui, mais j'ai la sensation que tu vas pas t'exposer quoi qu'il arrive sans Tchouaméni. Oui, mais ça reste un joueur en plus. Mais sinon, c'est Kama, ton meilleur joueur pour couper les transitions. Non. Sur le papier, c'est Kama ou Valverde. Oui, ok, oui.
Mais Kama, pas du tout. Kama, défensivement, c'est dramatique au milieu de terrain. Par contre, à gauche, c'est une machine de guerre. Mais au milieu de terrain, mais c'est... Mamma mia. Il a peur de faire des fautes, il court à 2 à l'heure, il regarde ses joueurs passer devant lui, il presse pas, il met pas le pied. Oh, non, non, non. Kamavinga 6, non, c'est mort. Et avec ballon, il sait pas gérer la pression. Moi, Kama, c'est à gauche. Kama, il doit jouer à gauche. Tous les jours. Et donc Carreras Huysen pour la charnière centrale. Ouais, parce que en fait, j'ai pas envie de forcer Raoul. Je t'aurais dit Raoul Asensio. Tous les jours, je te dis Raoul Asensio. Mais là, Raoul, si tu me dis qu'il a le tibia fissuré ou je sais pas quoi, plus le nez parce qu'il joue sous Batman. Il a mal partout. Il a mal partout. C'est un bonhomme, c'est un guerrier. Ouais, mais c'est comme d'hab, c'est dans un an, il marche plus, comme Rudiger, voilà. Parce que donc s'il vous plaît, évitez. Même si le joueur dit j'ai envie de jouer, parce qu'il va te dire j'ai envie de jouer, c'est sûr, il veut jouer tous les matchs. C'est un match très important aussi, en plus. C'est vrai. Donc est-ce que tu prends le risque? Mais alors si tu prends le risque... J'aurais le même discours qu'avec Mbappé. S'il n'est pas apte à 100% physiquement, moi je veux pas prendre de risque avec Raúl Asensio. C'est un joueur hyper important pour l'effectif du Real. Il met Raoul, Pablo. Tu mets Kama ou Carreras à gauche? Parce que si tu veux pas voir Kama au milieu. Mais Carreras. Donc Kama sur le banc. Ouais. Mais et t'as Sestero qui démarre. En fait, je t'explique. Kama, moi... Non, mais j'ai compris. Mais soit il joue à gauche, soit il joue milieu droit. Soit il joue milieu droit. Mais il joue pas au milieu de terrain. Ou alors il joue un cran au-dessus, mais tu dois sortir Arda Güler. Ou non, ou pas. Mais en fait, je veux pas le voir 6. Je veux le voir. Je veux qu'il ait aucune responsabilité à la relance. S'il joue au milieu de terrain, je veux qu'il soit un cran au-dessus. Mais ça, c'est ce que tu veux. Mais Arbeloa, tu penses qu'il est capable de mettre Sestero titulaire et Kama sur le banc? Non, bah non, jamais de la vie. Mais bon. Voilà. Et mon autre option, c'était Carvajal à droite et Valverde au milieu. Non, Valverde, Carvajal, il est mort dans le film. Et ils vont le réessayer un jour. Je pense pas. La Coupe du Roi était bien pour ça. Mais là, vu l'importance des matchs, tu peux pas faire des tests. Tu dois jouer avec ta meilleure équipe tous les matchs. Dernière option, Alaba. Non. On va pas le voir non plus. Non, il est pas apte. Ceballos avait été titulaire contre Villarreal lors du premier match. C'était un des Moi, Ceballos, c'est au milieu de terrain en 6, je valide tous les jours. Parce que lors de ce fameux match du 4 octobre, Ceballos avait joué aux côtés d'Arda Güler, aux côtés de Federico. Non, Valverde était à droite, c'était Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler. Bellingham était sur le banc parce qu'il venait de se foirer contre l'Atlético pour son retour. Mastantuono était titulaire aussi. C'était donc la première masterclass de la saison de Vinicius qui avait fait un match extrêmement complet. On avait encaissé un but de Mikotadze parce qu'on s'était relâché après avoir mis le début des problèmes avec Bellingham au passage et Xabi Alonso. Le début des problèmes avec Bellingham et Xabi Alonso, parce qu'en gros, il y avait eu des plaintes comme quoi, pourquoi il me fait jouer contre l'Atlético si après il me remet sur le banc contre Villarreal. C'est ça. Je suis pas prêt physiquement, non. Et t'avais potentiellement la meilleure défense sur le papier, parce que t'avais Carreras à gauche, Militao et Hussein dans l'axe, et c'était Grande et Hussein, il avait fait un très bon match aussi contre Villarreal, et t'avais Valverde à droite. Après, ça s'est rechié dessus contre l'Atlético. Ouais, c'était bien ressaisi là-dessus mentalement, et Carreras aussi avait plutôt bien rebondi, parce que tu fais bien le préciser, c'était ce match-là contre Villarreal, arrivé juste après le match contre l'Atlético, la débâcle, et c'était un très bon rebond de l'équipe de Xabi Alonso. Donc on avait réussi à se déjouer du piège de Marcelino à domicile, est-ce qu'on arrivera à faire la même chose à l'extérieur? Est-ce que t'as un joueur qui justement te semble potentiellement être le facteur X, qui peut débloquer tout ça, Mbappé. le joueur à suivre? Mbappé. Ok. Mbappé. Mes souvenirs, je crois que Villarreal, c'était un match où il a mis son but, mais c'était pas incroyable. Justement, il y avait Vini. Moi, j'ai des souvenirs de CR7 contre Villarreal, où il fait des matchs de ouf. Il te marque des triplés, des doublés à Villarreal, je parle. Des matchs qui nous permettent derrière de gagner des titres, de gagner un championnat en 2012, etc. Si le Real veut gagner cette année la Liga, il faut gagner à Villarreal. Et si le Real veut gagner à Villarreal demain, il faut un grand Mbappé. Il faut un Mbappé des grands soirs, comme le jour face à Monaco. Ça veut dire la première qu'il a. Si c'est dans une bonne situation, un bon truc, faut un bon angle de tir, faut la mettre dedans. Direct, 1-0, bim. Et après, tu les éteins. Faut un grand Mbappé demain. Un très grand Mbappé. Le Barça a gagné à la Ceramica. Nous, faut qu'on fasse pareil, faut qu'on gagne. Et surtout, Mbappé, l'année dernière, c'est un de mes matchs préférés de Mbappé au Real Madrid contre Villarreal, où on gagne, où il met un triplé, je crois, doublé, je sais plus. On gagne à Villarreal, on gagne pas l'année dernière à Villarreal. On gagne à Villarreal l'année dernière. Si, avec un Mbappé extraordinaire qui en mode playmaker, etc. Oui, ça me dit quelque chose, oui, c'est vrai. Avec un Mbappé numéro 10 qui donne les ballons, qui décroche. Oui. Non, pas 3-0, je crois. Non, mais 2-1, mais Mbappé nous fait gagner le match. 2-1 oui, exact. Oui, on peut avoir le même Mbappé. Je m'en souviens. Et Rodrigo, il a pas fait un bon match aussi? Je sais plus. Ça, je sais pas. C'est Mbappé qui m'avait marqué contre Villarreal. Oui, Mbappé je me souviens aussi, vraiment Mbappé de playmaker. J'avais même fait un tweet en mode.
La Attends. même Kicks. La Attends, même. c'est propre là ce que tu proposes, Kylian, sur ce match. Voilà. Donc s'il peut faire la même chose, je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, moi, on va avoir un bon gros focus sur Arda, hein, parce que ils vont pas être tendres avec lui, le 4-4-2 à plat. Pape Gay, il va pas être tendre avec Arda Güler, les joueurs de Villarreal. Arda Güler, caution créative de cette équipe, qui sur chaque gros match, la majorité du temps, s'est fait éteindre. Villarreal fait partie des grosses rencontres de notre saison. Ça sera pas l'adversaire le plus dur qu'il rencontrera, mais ça reste une belle adversité pour lui. On a dit plutôt bloc bas, mais il manque pas d'agressivité sur le porteur. Ils sont plutôt là pour te gêner, à la relance aussi. En plus, sans Tchouaméni, peu importe qui sera derrière lui, malgré toutes mes critiques envers le français, bah, il aura pas la sécurité s'il perd des ballons d'avoir un mec qui peut assez facilement couper les transitions comme Tchouaméni. Donc il faudra être très très propre pour Arda Güler, encore plus si c'est un Cestero. Si c'est Ceballos, ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de descendre si bas que ça aussi pour demander le ballon. Ceballos pourra le faire d'un peu plus bas. Et donc là, j'ai hâte de voir les mouvements d'Arda Güler. Et est-ce qu'il peut avoir le même impact dans la récupération haute? Parce que ce qui m'a le plus plu contre Monaco d'Arda Güler, c'est la qualité technique, oui. Mais c'est que c'est le mec qui récupère le plus de ballons sur le terrain et que ses récupérations mènent même à un but de Vinicius Junior. C'est lui avec le tacle. Est-ce qu'on peut avoir la même chose, les mêmes bonnes pressions d'Arda comme on le voyait en début de saison? Voilà, pour moi, Arda Güler, c'est mon joueur à suivre. Est-ce que tu as un pronostic? Non. T'as C'est un envie match de faire important. le chat noir? Ouais, non, je donne pas de prono là. 2-2. 2-2. Mais je vois plus une victoire du Real que de Villarreal. C'est un 2-2 qui peut se transformer en 3-1. Comme au match aller. On verra. On verra. Faut gagner. Curieux sur ça. Mais tout dépend, et t'en as brièvement évoqué le cas, tout dépend de l'attitude. Vous voulez jouer. Je veux la même chose que face à Monaco. J'ai hâte de voir s'ils ont envie de jouer ou si c'était encore qu'une simple réaction contre Monaco parce que tu t'es fait siffler pendant 90 minutes et qu'il y avait de l'enjeu vis-à-vis de ça. Là, t'es à l'extérieur, pas d'excuses. Faut foncer, avoir la bonne attitude, vouloir gagner à tout prix, Il faut etc. casser cette image qu'on a des 3 matchs à l'extérieur. Moi, c'est surtout ça en fait. Rayo, Elche et Osasuna. Girona. 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 On avait réussi à casser ça avec Bilbao. Derrière, on s'était fait taper par le Celta Vigo. Faut casser ce truc-là et faut aller chercher une victoire à Villarreal. Voilà, c'est tout. Bien, avant le dernier match de Ligue des Champions contre Benfica qui devrait t'assurer une place dans le top 8, voire même une place dans le top 3, top 3, 4, hein. enfin plutôt. Hein. Top 3. Non, top 3. Non, mais c'est parce que ça n'a pas d'impact 3 ou 4, quoi. Enfin, tu finis dans une autre partie de tableau, mais t'as le même avantage. C'est quart de finale 3-4. retour. Ah ouais, 3-4, t'as pas. Ouais, Non, ok, oui, bah c'est vrai, 1-2, c'est pareil, quoi. Oui, Finir oui, 1 ou 2, oui, c'est oui, la même oui, chose. oui, Hein. oui. Juste, tu tombes dans la partie de tableau avec. Si tu fais 1, tu tombes dans la partie de tableau avec le 8ème. C'est le 8ème que tu peux taper en quart. Tu vois. Après, ça veut rien dire. Les équipes, le niveau est très homogène entre ces places-là. Donc, l'avantage, c'est le top 4. Et donc, si tu as un bon résultat contre Benfica. Mais surtout, on a parlé de points de tournant contre Monaco. Pour moi, le vrai tournant, il peut être là. Ah bah oui, oui, clairement. Moi, c'est pour ça que c'est un match hyper important. C'est pour ça que je veux voir la même attitude. Ça va être clairement un tournant. Si tu gagnes, ça te lance ta deuxième partie de saison pour moi. Surtout qu'après, je crois que tu as une série de matchs plutôt T'as un abordables en calendrier fait. trop bien. T'as un Voilà. calendrier trop Pour février, bien. en plus, t'as pas la Coupe du Roi. Non, mais t'es trop bien. Vraiment, le calendrier, il est T'as vrai. pas Et si tu finis dans le top 4, et t'as pas les barrages. Et t'as pas les barrages de Ligue des Champions. c'est ça. Non, ton calendrier, il est trop bien. Jusqu'au mois de mars et le prochain derby de Madrid. Et il y aura eu le 8ème de finale aller. Non, logiquement, je crois que le derby va se situer entre les deux 8èmes, malheureusement. T'es bien. Jusqu'à mi-mars, t'as un calendrier, t'es censé gagner tous tes matchs, sur le papier. T'as la réception de la Real Sociedad, bon, c'est toujours un peu, voilà. Non, Mais t'es ça censé gagner tous tes matchs. Voilà. Donc oui, c'est aujourd'hui. Si on gagne, ça nous lance février. Et derrière, on peut. Parce que le Barça joue la Coupe du Roi. Potentiellement le barrage de Ligue des Champions parce ils sont là. neuvième. Hein, Ton 9ème. ils sont 9e. Mm. Donc c'est pas dit qu'ils rentrent dans les 8 On verra. Avec un peu de chat, ils sont pas dedans. Mais ah non, ils jouent Copenhague, dernier match. Oui, ça devrait en fait, le problème, c'est que t'as pas PSG et Newcastle qui vont s'entretuer pour le top 8. Donc logiquement, le Barça devrait passer devant l'une de ces deux équipes et être dans le top 8. Malheureusement pour nous. Mais dans tous les cas, ils doivent jouer la Coupe du Roi. Et je pense qu'ils ont des matchs, ils ont des matchs en Ligue 1 un peu plus compliqués que nous. Notamment déjà un déplacement à Elche la semaine prochaine. Oui, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Bref, vous aurez compris l'importance du match de demain. Comme d'hab, le commentaire, je vous l'ai dit en début de vidéo, le jour à suivre, le pronostic. Et puis, vous nous retrouvez dès demain en live. Peut-être d'autres vidéos à venir, on verra, ça dépendra de D'ailleurs, l'actualité. tu te rappelles ce que je t'avais dit la semaine dernière? Quoi?
Je t'avais dit, Real Sociedad, attention. Tu m'as dit, la Real Sociedad. Non, c'est vrai. Je les trouve claqués, mais ils l'ont fait. Gros, Mais après, le match, il a été. Là, gros, c'est même pas une question de claquer, pas claquer. C'est comme nous si on va à Mestalia. Là, Valence, ils sont 18e. Mais Oui, gros, c'est des matchs bourbiers. mon discours avant un match à Mestalia, 18e, 20e, premier, je te dirais, Mestalia, c'est pareil. Ça reste une équipe bourbier. Et bah, la Real, c'est la même chose pour eux. La Real, à chaque fois contre le Barça, ils font leur match. Tout le temps, tous les ans, c'est pareil. Et je t'avais dit quoi, Marseille-Liverpool? Et elle est belle. Ils se sont chiés dessus. Enfin, ils se sont pas chiés dessus. Non, Ils ont pas joué. Ils sont morts avec leurs idées. Ils se sont fait boire. Non, mais ils se sont fait boire. Voilà. Bref. Voilà, Madame Irma. Mais vous choisissez à qui vous faites confiance pour les cotes. Ah oui. Voilà, les amis. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao, les gars. Ciao.